11h sur Radio Colavive, nous poursuivons cette émission avec le grand plateau de Jean-Michel Latte. Monsieur Latte, bonjour. Bonjour. Ce grand plateau, vous serez interrogé par Thomas Simonian et Marc Stulman qui vont vous présenter. Et on parlera de transport et de circulation, de sécurité. Et encore une fois, comme on le dit maintenant à chaque invité politique, vous ne serez pas étonné qu'on parle de municipal. Messieurs. Bonjour Jean-Michel Latte. On va commencer donc par les transports. Alors, je serais tenté de dire qu'on arrive à la fin d'un cycle, puisque c'est la fin des travaux du fameux tramway Garonne. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, l'opinion des Toulousains va évoluer sur ce sujet maintenant qu'ils vont voir la réalisation ? Alors, monsieur Latte, juste, je vous interromps une seconde. Je pensais que Thomas allait vous présenter. Vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Moudenc, oui. Toulouse Avenir, membre du Parti radical. Vous avez été adjoint de Dominique Baudiste et de Philippe Douste-Blazy. Oui. Et j'allais dire professionnellement, vous êtes maître de conférence à l'Université Toulouse 1. Voilà. Excusez-moi d'avoir interrompu Thomas. Ah non, mais moi je laisse toujours les présentations à Gérald. Merci. Oui, alors, bon, ce qui caractérise le mandat de Pierre Cohen, c'est essentiellement ce morceau de tramway. Donc c'est sa réalisation majeure, si tant est qu'on puisse utiliser le mot majeur pour la réalisation en cause. En fait, ce qui gêne dans la création de ce tramway, c'est la manière dont il a été conçu à l'origine. Chercher une seule ligne dans le programme de Pierre Cohen en 2008 sur son tramway, vous la trouverez pas. C'est-à-dire qu'il était parti sur autre chose, il y avait des tramways circulaires, il y avait des tas de choses. Donc il a réalisé quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il avait indiqué dans son programme. C'est déjà une inquiétude. Et puis, ce qui est important en matière de transport, c'est, j'allais dire, les origines-destinations. On ne parle jamais d'origine-destination, c'est pourtant l'essentiel. Qui va utiliser le tramway pour aller où et comment ? Et je crois que c'est cette interrogation qui permet de répondre à votre question. Je crois que ce tramway n'est qu'un élément sans grand intérêt aujourd'hui pour les Toulousains. Ça veut dire que ces 3,3 km sont inutiles ? Ils sont inutiles, il faudra bien faire avec maintenant qu'ils sont faits. Donc je crois que si nous sommes élus en mars, il va falloir qu'on trouve un moyen d'exploiter au mieux ce dispositif. Mais je répète, pourquoi ces 3 km et quelques de tramway ? J'ai tendance à penser que ce qui intéressait Pierre Cohen, c'était avant tout la visibilité plus que l'utilité du concept. Donc je pense que ça n'est pas un élément majeur de son bilan. Alors, en matière de transport, il y a un projet qui cristallise toute la fronde, c'est le BHNS. Ouais. C'est-à-dire le bus à haut niveau de service qui devrait relier Saint-Cyprien à Plaisance-du-Touche, à peu près. Aujourd'hui, Jean-Luc Moudenc est contre ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, il n'est pas contre le BHNS en tant que tel. Il est contre le trajet qui a été choisi pour faire passer le BHNS. Je crois que ce qui manque dans le projet actuel, c'est l'intermodalité. En fait, le trajet qui a été choisi est un trajet qui finalement, sur pas mal de parties de terrain, va doubler en hauteur l'actuel métro. Nous avions un autre projet, c'était de rabattre le BHNS sur Basso-Cambo et faire une interconnexion avec des pôles importants. Je crois qu'il y a deux manières de voir les choses. Actuellement, on se focalise sur l'intermodalité Matabio. Un seul nœud sur lequel on enverrait tous les tramways, etc. Moi, je crois qu'il faut faire au contraire plusieurs pôles, plusieurs nœuds, plusieurs lieux d'intermodalité, mais pas forcément en cœur de Toulouse. Et je crois que si on fait de l'intermodalité, on sera aussi efficace que le trajet actuel. Le trajet actuel, je le répète, va doubler en hauteur ce qui existe dessous, c'est-à-dire le métro. Voilà le choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre le concept. Le concept est un concept qui se tient. Je crois qu'il faut avoir l'idée que le métro est pertinent sur l'hypercentre, que le tramway est pertinent en première couronne, que le BHNS peut permettre des économies par rapport à un outil lourd, mais on est sur des choix qui sont différents en termes de stratégie. Alors par contre, Jean-Michel Latte, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que vous manipulez pas la fronde qu'il y a autour de ce projet ? Puisqu'on voit que tout se cristallise au niveau politique, que certaines personnes qui sont dans certaines associations se retrouvent politisées, on le voit à Plaisance-du-Touche. Est-ce que Toulouse Avenir, dont vous êtes le porte-parole, manipule la fronde ? Oui, on est une secte cachée qui, en voyant... Non, je crois que quand on a sur un quartier une masse de population importante qui dépasse une certaine mesure, il ne faut pas rêver. Je ne vois pas un homme politique en capacité de manipuler autant de gens. Il a fallu un zénith pour la réunion sur le BHNS.
manipuler de quoi remplir un zénith, donnez-moi la clé, je suis preneur, parce que pour les élections à venir, ça serait très utile. Non, je crois qu'on touche au quotidien des gens, et c'est en touchant au quotidien des gens que les gens bougent. Je crois que les hommes politiques doivent être lucides. Aujourd'hui, on a du mal à mobiliser les gens, à leur faire comprendre qu'on peut leur apporter quelque chose, etc. etc. Pour qu'une foule aussi importante se lève, c'est qu'il y a un problème de quotidien, qui touche le quotidien. Après, je laisse François Briançon et ses équipes nous dire qu'on manipule, qu'on est... voilà. Il ne faut pas rêver. Un zénith entier, ce n'est pas des gens manipulés, ou alors il y a du miracle derrière. Alors, une dernière question sur le BHNS, et justement sur cette idée-là, sur cette idée de manipulation. Est-ce que... comment dire Vous nous dites que finalement, il n'y a pas de manipulation. D'accord. Mais concrètement, il y a quand même une mise en avant de ce problème, une mise en avant structurante de ce problème. Et si on avait demandé en 1900 à des Américains qu'est-ce qu'ils voudraient comme voiture, ils auraient répondu une voiture à cheval. Peut-être que le but du politique, c'est de dépasser un petit peu le quotidien des gens, c'est de dépasser l'individu, en fait, pour gérer quelque chose de collectif. Et à ce moment-là, est-ce que le BHNS, tout comme d'autres projets de Pierre Cohen qui ont été très critiqués, je pense notamment à la rue Alsace-Lorraine, aujourd'hui, il n'y a plus personne pour les critiquer? Oui, alors, la rue Alsace-Lorraine, reprenez le projet que nous avions préparé et que Cohen a dû d'ailleurs payer pour annuler, vous retrouverez la même chose. Donc il n'y a pas de difficulté. Non, je crois qu'on est sur un débat municipal ouvert, débat contre débat, analyse contre analyse. Je répète, on n'est pas contre le BHNS, on est contre le parcours qui a été choisi pour le tracé. Alors, quand on a dû faire le métro, c'était le plus grand chantier qui est connu de Toulouse depuis un siècle. On a cassé des quartiers entiers. On a pris le risque. On l'a assumé et on l'a fini. On nous dit toujours, vous n'avez rien fait. Bon, il me semble que le métro est quand même beaucoup plus important en termes de chantier que le BHNS ou le tramway actuel. Donc on a pris le risque, autrefois, de toucher au quotidien des Toulousains parce qu'on pensait que c'était important. Donc je crois que vous avez raison, le politique, il doit prendre le risque. Il doit prendre le risque parfois d'avoir une vision qui va au-delà de ce que les gens voient dans leur quotidien et il mesure a posteriori les choses. On a eu, nous, quand on était élus, de multiples dossiers de ce type. Donc sur le fond, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas certain que le BHNS soit le bon exemple. On propose un trajet différent sur Basso-Cambo avec un nœud multimodal sur le Basso-Cambo qui peut avoir du sens. J'ai noté d'ailleurs, je m'excuse, que certains élus verts sont sur des lectures pas très différentes. Antoine Maurice parle de ces nœuds multimodaux qui pourraient être installés autour de Toulouse. Alors, maintenant, on a parlé un peu du bilan de Pierre Cohen. Maintenant, on va peut-être s'intéresser aux propositions que vous faites en matière de transport. Parce que aujourd'hui, je pense que la critique du bilan de la mairie actuelle, c'est une chose, mais tous les uns veulent une vision. Et quelle est votre vision? Bien sûr. Alors, sur le projet, on a fait quelque chose que je n'avais jamais fait, moi, en politique, depuis que je suis engagé. C'est-à-dire qu'on s'est mobilisé depuis le début, depuis 5 ans, et Toulouse Avenir en particulier a des commissions, 16 commissions pour être précis, qui se réunissent depuis quasiment la dernière élection municipale et qui travaillent sur des dossiers. Alors, le projet, je ne vais pas vous donner à la place de Jean-Luc Moudin l'intégralité du projet, mais là où vous avez complètement raison, c'est qu'on ne peut pas être élu sur la critique. On ne peut être élu que sur un projet, et un projet qui permette aux Toulousains de se reconnaître. Donc sur les transports, on y travaille bien entendu depuis 5 ans. On est sur des idées qui sont assez différentes de ce que propose Pierre Cohen. En particulier, on ne rejette pas l'hypothèse d'une extension du métro, alors qu'on a vu tous les efforts qu'il a dû faire pour que la Beige se développe. On est très opposé, enfin à titre personnel, je le confirme, à des solutions que je qualifie de solutions gadget comme un téléphérique par-dessus Rangueil. Ça, j'y crois pas. On nous dit toujours, c'est merveilleux, c'est ce qui a été fait à Londres. Sauf qu'à Londres actuellement, c'est le flop. Le fameux téléphérique de Londres qui a servi de modèle, il est dans le mur, mais plus personne n'en parle. Et puis, on est sur l'idée que toute stratégie de développement doit prendre en compte ces différentes couronnes, à savoir, plus on est sur le centre, plus il faut un système lourd qui permet de ne pas impacter l'espace supérieur, plus on est sur l'extérieur, plus on peut partir sur des transports légers. Vous parliez tout à l'heure de rue d'Alsace. Rue d'Alsace, elle est aujourd'hui comme elle est parce que Dominique Baudis a fait le métro.
Si on avait élu à l'époque Gérard Bapt, on aurait rue d'Alsace actuellement des tramways qui se croiseraient au rythme de 200 par jour. Donc je crois que cette vision des transports, elle sera développée avec d'ailleurs des solutions techniques très originales pour, par exemple, le développement des rames sur l'axe actuel de la ligne A, qui est un axe saturé. Alors là, on parlait de vos futures propositions. Vous parliez du téléphérique, on a parlé du BHNS, du tramway. Quel est le bilan général que vous faites des années Cohen sur les transports ? Alors, il y a dans la politique actuellement une tendance à dire tout est mal en face, tout est bon chez nous. Il y a des équilibres à trouver. Le concept, par exemple, qui consiste à élargir la piétonisation vers la Garonne, c'est une idée qui me semble extrêmement cohérente. Donc ça, c'est le plan Bousquet. Voilà, le plan Bousquet. Et si nous sommes élus, nous ne remettrons pas en cause les grands principes du plan Bousquet. On remettra en cause la manière de le mettre en œuvre. Parce qu'on est sur une illusion de transparence, d'échange, etc. Alors qu'on s'est aperçu dans beaucoup de dossiers que, en fait, tout était ficelé à l'avance et imposé aux Toulousains. Donc sur la méthode, on sera en rupture. Par contre, je considère que le plan Bousquet ne doit pas être remis en cause. Il ne sert à rien de remettre en cause les bonnes idées. Quand nous, on a préparé le projet rue d'Alsace, Pierre Cohen a préféré payer 350 000 € de dédit aux architectes plutôt que de reprendre des concepts qui sont finalement assez proches de ce qu'il a fait finalement. Hein. Donc voilà. Alors après, sur certains dossiers comme le vélo, il a élargi le système de Vélib. Et c'est nous qui avions mis en place le Vélib. Moi, j'étais élu à la circulation, donc je l'ai vécu de l'intérieur. On ne peut pas être contre quelque chose qui était au départ conçu par nous. Donc tout ça, ça me semble cohérent. Il a développé la navette en centre-ville que nous avions créée. Là aussi, je veux dire que l'idée se prolonge. On est plus sur un impact dans le temps qu'autre chose. Par contre, là où il faut bien revoir les choses, c'est en particulier sur les axes déterminants Enfin, je crois que la différence majeure par rapport au transport, entre ce qui est en place et ce que nous ferons nous, c'est que nous préférons plusieurs pôles excentrés autour de la ville plutôt qu'un pôle en plein centre-ville qui, à notre avis, impacte trop fortement la vie des Toulousains. On est sur ces logiques-là. Alors après, je m'empresse de dire qu'on présentera le projet aux Toulousains dans le cadre de ce que le candidat vous présentera. Je ne vais pas faire du Moudinque avant Moudinque dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent. Alors, Jean-Michel Latte, le second sujet qui sera d'importance, je suppose, pour les élections, vous en doutez bien, c'est le sujet de la sécurité. Oui. Messieurs. Voilà. On coupe la parole, la sécurité. Alors, concernant la sécurité, on va dire que c'est un peu l'Arlésienne de toutes les campagnes. On en parle tout le temps, et à chaque campagne, chaque nouvelle campagne, on dit qu'elle n'était pas là. Quel est le bilan que vous tirez de la période du premier mandat de Pierre Cohen ? Je crois que la sécurité ne l'intéresse pas. Très sincèrement, je pense que la sécurité ne l'intéresse pas et que ce n'est pas un sujet qui, pour lui, est important. Contrairement d'ailleurs à certains de ses amis politiques qui ont fait des choix complètement différents. Nous, chaque fois qu'on parle de sécurité, on nous dit « Oh là là, vous dérapez, vous allez vers l'extrême droite, etc., etc. » Je constate que ce que nous disons, nous, est très similaire à ce que dit par exemple le maire de Grenoble quand il parle de l'armement de la police municipale. Le maire de Grenoble a armé sa police municipale. Il n'est pas chez nous. On parle tout le temps de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance est un sujet que nous, on n'écarte pas. On traitera la vidéosurveillance. On va en reparler. Pierre Cohen n'a pas voulu en traiter. Bon, est-ce que ça fait de nous de méchants avec des couteaux entre les dents ? Mais je constate que les maires des grandes villes PS ont mis en place la vidéosurveillance. Dans l'agglomération toulousaine, les amis de Pierre Cohen ont mis en place la vidéosurveillance. Alors quand il nous dit « mais c'est nul, ça vaut rien, ça donne pas grand-chose, ça ne peut être que marginal », je me dis il faut qu'il en parle aussi avec ses amis parce que voilà. Donc je crois que sur la sécurité, il a oublié quelque chose de fondamental, c'est qu'aujourd'hui les maires ont un dispositif juridique à leur disposition qui leur permet d'agir. Ça fait que les maires aujourd'hui, ils ont le choix. Soit ils agissent, soit ils n'agissent pas, mais ce n'est pas la loi qui l'interdit. Depuis les lois de fer de la décentralisation, depuis les années 90, depuis les années 2000, chaque maire a un arsenal juridique à sa disposition qui lui permet d'agir. Ce qui fait que le choix d'agir ou pas, c'est un choix du maire. Mais Pierre Cohen n'a pas choisi d'agir en matière de sécurité. Il a préféré le domaine culturel ou d'autres domaines. C'est son choix.
Alors, on va détailler tout ce que vous avez dit. Premier élément, la place de la police municipale. Est-ce que si vous êtes élu en mars, la police municipale continuera à être armée de nuit ou pas? Est-ce qu'elle va être armée? Est-ce qu'elle patrouillera la nuit? Et comment vous voyez finalement sa place au sein d'un dispositif plus large de sécurité avec la police nationale et ainsi de suite? Alors sans rentrer dans le détail, on est pour un renforcement de l'action de la police municipale. Le renforcement de l'action de la police municipale, ça peut être le développement de son intervention la nuit, ça peut être l'armement de la police municipale. Pour ça, ce ne sont pas des tabous. Nous considérons que ça participe à la sécurité. C'est un élément qui participe à la sécurité. Et je le répète, c'est pas un problème droite-gauche, c'est un problème choix politique ou non choix politique. Quand je reprends l'exemple de Grenoble, 3 heures du matin, armée. Lyon lance un débat dans les semaines qui viennent, un débat lancé par l'équipe municipale en place sur la question de l'armement de la police municipale. Donc c'est vraiment un débat qui sort des clivages et qui s'appuie sur le nouveau socle juridique dont disposent les maires. Donc je crois qu'il faudra ne pas hésiter à utiliser des mesures si ces mesures permettent de résoudre les problèmes. D'accord, mais au-delà du clivage politique, peut-être que Toulouse n'est pas Grenoble et que la situation de grand banditisme qu'a connue Grenoble pendant des années, qui aujourd'hui est en passe d'être stabilisée, mais il y a quand même un fond, n'est pas la situation en matière d'insécurité que rencontre Toulouse. Je ne suis pas d'accord avec vous. Grenoble met en place l'armement de la police municipale en 2013. Vous me dites c'est fini. Bon, pourquoi en 2013 alors que cette période de grand banditisme est passée? Et Grenoble met en place, c'est intéressant d'ailleurs, l'armement de la police municipale à un moment où les statistiques sont en train de s'améliorer. Pourquoi? Parce que le maire de Grenoble dit qu'il veut poursuivre l'effort, qu'il veut aller jusqu'au bout de son raisonnement. Donc je crois qu'on ne doit pas confondre armement de la police municipale et lutte contre le grand banditisme. On aura toujours besoin de la police d'État pour lutter contre le grand banditisme. Mais il y a des situations de danger, il y a des situations de peur que peut connaître un policier municipal qui peuvent être mieux traités s'il dispose de moyens suffisants. Alors on va reparler de cette fameuse vidéosurveillance. Cette semaine dans le journal toulousain, Marie-Pierre Chaumette, qui est conseillère régionale, qui pourrait être colistière avec vous sur la liste Moudenc, demande la généralisation complète puisqu'elle demande 500 caméras. Jean-Luc Moudenc est plus mesuré souvent dans les interviews, il parle d'environ 200 caméras, 220. Vous êtes plutôt sur la tendance Moudenc? Oui, sur la tendance Moudenc, parce que il faut avoir une cohérence par rapport à l'endroit où on implante les caméras. Alors, moi, je suis très favorable aux caméras, et depuis longtemps, parce que quand on prend le métro, on a 600 caméras. On a 600 caméras, et j'ai jamais entendu un élu de l'équipe Cohen qui prend le métro se sentir atteint dans sa liberté. Lorsqu'on a mis en place le métro, j'ai gardé en mémoire un événement. Une semaine après l'inauguration du métro, ligne A, un dealer va dans le métro et essaye de vendre sa camelote. Et dans le quart d'heure qui a suivi, la police est rentrée partout pour l'attraper et le sortir. Et le métro toulousain n'est pas un métro inquiétant. On n'a pas un banditisme dans le métro toulousain important. Je me rappelle aussi une rame arrêtée parce que dans la rame, il y avait des gens qui embêtaient une dame et on a bloqué la rame. La police est arrivée, a sorti les personnes. Voilà. Je veux dire que le métro toulousain est un lieu de sécurité. Je dis toujours à mes enfants, si un jour vous êtes agressé dans la rue, courez dans une station de métro, vous serez mieux à la... Donc je crois que la vidéosurveillance, c'est un outil. Après, il faut la doser, c'est-à-dire que, bien évidemment, on ne va pas mettre des caméras dans toutes les ruelles toulousaines, c'est impossible. Il faut s'en servir. Mais on a tendance à faire de la vidéosurveillance le seul sujet. Nous, on a depuis 5 ans des gens qui travaillent avec, vous le verrez, des gens de haut niveau, des policiers de haut niveau sur ce sujet. La vidéosurveillance, c'est un sujet. Mais ils n'ont pas passé 5 ans à se voir tous les mois pour parler que des caméras. Ils ont parlé de beaucoup d'autres choses, avec les 2 pôles importants, le pôle accompagnement social, le pôle sécurité, et c'est cet ensemble de pôles qui fera notre projet. Alors certes, mais sur la vidéosurveillance, Jean-Paul Makengo, donc adjoint au maire, qui était avec nous il y a 15 jours, nous disait qu'en gros, Moudenc devait arrêter avec ce sujet, parce qu'il n'y avait pas de résultats dans les villes où ça avait été mis en place, notamment Londres. Oui, et je sais pas, c'est eux qui le disent. Oui, mais est-ce qu'il s'est posé la question de savoir pourquoi à Tournefeuille, pourquoi à Balma, pourquoi à Colomiers, leurs copains du PS sont allés mettre des caméras en nombre supérieur au nombre toulousain? Pourquoi le maire de Lyon, pourquoi le maire de Paris, qui sont dans le même parti qu'eux? Alors soit ces gens-là sont des élus qui dépensent l'argent public pour rien, soit ils trouvent du sens. Moi je suis de l'avis de Pierre Delanoë par exemple sur la question. Voilà. Ou de Manuel Valls. Ou de Manuel Valls, oui, puisque Manuel Valls très régulièrement présente la vidéosurveillance non pas comme la panacée, mais comme un outil
parmi d'autres qui peut permettre de... C'est comme ça qu'il faut concevoir la vidéosurveillance. C'est pas un monosujet, c'est un sujet qui s'intègre dans une masse d'autres sujets qui participent à une solution globale. Alors, vous me permettez quand même, je vais insister sur la vidéosurveillance. Le cas de Paris, c'est particulier parce que le maire partage ses pouvoirs avec le préfet de police. Oui, c'est vrai. Donc, c'est quand même un cas assez particulier. Et donc, Bertrand Delanoë ne peut pas être tenu pour responsable de tout. Ouais. Mais concernant la vidéosurveillance, effectivement, quand on prend le métro, on n'a pas l'impression qu'on nous enlève une liberté. Ouais. Mais la question, elle est, si cette surveillance se généralise, est-ce que, au-delà de la liberté, on aura l'impression d'avoir en permanence quelqu'un derrière nous et qu'on ne sera plus libre, on aura perdu notre liberté d'aller et venir, et que, par exemple, je vous prends un exemple très simple, quelqu'un qui se rendrait à l'église, à la mosquée ou à la synagogue, eh bien, on pourrait savoir 3 rues avant ou 2 rues avant qui s'y rend et comment on s'y rend. Mais ce que vous décrivez, c'est Big Brother, c'est-à-dire l'idée qu'on a des gens qui ont une stratégie derrière. Pourquoi le métro n'est pas gênant en termes de sécurité? Parce que les gens qui sont derrière les écrans, ils ne cherchent pas à savoir qui est là, comment, pourquoi. Ce que vous définissez, c'est une stratégie de contrôle de l'État qui serait absolument importante. Mais vous vivez tous les jours en permanence sous vidéosurveillance. Si vous allez chercher de l'argent, vous êtes sous vidéosurveillance. Moi, quand je suis rentré ici pour monter à la radio, je suis passé par une vidéosurveillance. Si vous allez voir Pierre Cohen, il a mis une caméra devant son bureau pour qu'on puisse voir qui arrive. Donc je veux dire qu'elle existe, mais elle n'est pas gênante. Elle est destinée à un moment précis sans qu'on ait un suivi cohérent par rapport à tout ça. Ce que vous dites est inquiétant, mais je ne crois pas que ce soit l'objet actuel de la vidéosurveillance. Il faudrait qu'on ait derrière les écrans des gens qui aient toute une stratégie de coordination de vidéos pour savoir ce qu'est votre vie, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup de vidéosurveillance qui servent par exemple à élucider les affaires. On utilise le disque dur uniquement s'il y a eu un accident, une infraction, et c'est en regardant les images a posteriori qu'on participe à la recherche de la vérité. Mais s'il n'y a pas d'incident, ces images ne seront jamais regardées. Elles seront effacées au fur et à mesure. C'est le cas du bus 16. Quand j'étais élu du quartier 7, dans le bus 16, il y a eu des agressions. On a mis en place une caméra qui ne sert qu'en cas d'agression. Ici, on utilise les images que s'il y a agression et qu'il faut ensuite trouver les personnes qui ont participé à l'agression. Donc ça ne me gêne pas. Alors, est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe à Toulouse avec ce qu'on entend de Marseille, de Nice, etc. Est-ce que la situation, elle est aussi grave que dans ces autres grandes villes? Moi, je crois que chaque ville a, entre guillemets, sa culture délinquante. La délinquance, dans son histoire, n'est pas la même à Toulouse que celle qu'on a pu voir à Marseille, en Corse, à Paris, à Lyon, etc. Chaque ville a son histoire. Alors, est-ce qu'on est dans la même configuration? Si on regarde les faits divers, ça se rapproche quand même. Le bijoutier de Nice, le bijoutier de l'avenue de Muret à Toulouse. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont très très proches. Après, sur le grand banditisme, je crois que là, on est sur une action d'État, et c'est à mon avis, le grand banditisme, une action d'État qui peut permettre de résoudre le fond du problème, pas une action de police municipale. Alors par contre, on l'a vu à Toulouse, on a eu beaucoup de faits divers cet été, avec des supérettes braquées, des bureaux de banque, etc. Oui. Est-ce qu'il y a un risque à un moment donné de dérapage comme on l'a vécu à Nice? Moi, certainement, partout, pas seulement à Toulouse. Chaque fois qu'il y a une agression avec une arme, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, dans les deux sens d'ailleurs, hein. Dans le sens de la victime vers celui qui l'a agressé ou de l'agresseur vers la victime. On trouve les deux cas de figure. Donc je crois que ce genre de situation peut se produire. Et une police de proximité avec une part de police municipale peut permettre un encadrement du quotidien plus fort. Ce que vous évoquez, c'est la délinquance de proximité. Et la réponse, c'est peut-être une police de proximité. Une police de proximité, j'imagine assez bien, par exemple, des postes de police municipale installés dans les mairies de quartier pour recréer ce lien de proximité. Ah, donc finalement, vous rejoignez, j'allais dire, l'ex-politique Lionel Jospin. Oui, je crois que il faut reconnaître que la police de proximité n'était pas une mauvaise idée, loin s'en faut. Moi, je crois que pour avoir vécu cette police de proximité dans le quartier dont j'étais maire, je la vivais plutôt bien. Je rencontrais régulièrement les policiers, à l'époque d'État, qui venaient faire des tournées, et je suis de l'avis de Lionel Jospin, comme vous dites. Je suis d'ailleurs parfois de son avis. Hein, il a mais la politique, c'est ça aussi. Est-ce qu'il faut toujours dire en face c'est mauvais, chez moi tout est bon? Oui, certains font ça, mais bon, il avait raison. Jean-Michel Latte, je vous propose une pause musicale. Je pense que vous ne serez pas contre une musique de Nougaro.
Ah, avec plaisir. Alors, n'y voyez pas un message. Si c'est Cécile, c'est pas celle dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Vous êtes bien à l'écoute du grand plateau de Jean-Michel Latte. Après avoir parlé de transport et circulation et de sécurité, messieurs, les municipales. Alors on va commencer par le centre, parce que finalement, on vous entend assez peu sur le sujet, alors que vous êtes centriste dans l'équipe Moudenc, membre du parti radical. Alors aujourd'hui, j'allais dire encore, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, l'investiture centriste est allée à Christine de Vérac. Ouais. Aujourd'hui, quel est votre discours ? Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que je suis centriste depuis 30 ans et j'ai commencé mon parcours politique à la fac de droit, parce qu'à l'époque, il y avait un président d'Accorpo qui s'appelait Jean-Luc Moudenc et qui véhiculait véritablement ce message centriste qui m'allait très bien. Donc, on est sur une phase intermédiaire actuellement où je pense que les choses vont se rapprocher. C'est pas propre d'ailleurs à notre équipe, c'est un peu tout le monde. Donc, ma lecture, c'est que pour gagner Toulouse, il faut une liste du centre et de la droite. Donc, il n'y a pas d'autre alternative. Si on a plusieurs listes, on ne gagnera pas Toulouse. Donc, le point de départ, c'est ça, et c'est ma position. Donc, ça veut dire que vous êtes plutôt sur la lignée de Jean-Jacques Bolzan et Philippe Asterle, qui ont quand même semé le désordre, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'UDI, en prenant fait et cause pour une union dès maintenant et pour Jean-Luc Moudenc. Ça veut dire que vous êtes sur la même ligne qu'eux. Exactement. Mais alors, vous dites semer le désordre. Je crois qu'ils ont développé une stratégie qui, pour moi, est la seule stratégie gagnante. Voilà. Alors, on peut appeler ça le désordre, mais si le désordre débouche sur des municipales gagnées, je prends. Voilà. Jean-Paul Maquingo a dénoncé sur notre antenne, il y a 15 jours, une certaine hyper-droitisation de Jean-Luc Moudenc et une certaine hyper-droitisation de sa liste. Oui. On vous offre l'occasion d'y répondre. Ça, c'est la stratégie du PS toulousain. C'est-à-dire que j'imagine très bien comment les choses ont pu se passer. François Briançon réunit ses troupes et dit on va avoir une stratégie pour trouver une solution et trouver comment gagner Toulouse. Puis ils ont dit finalement, si le Front National est à 12%, ça nous arrange bien parce que ça fait une triangulaire, etc. etc. Il est intéressant de reprendre ce qui est reproché à Jean-Luc Moudenc en droitisation. On lui reproche de parler de vidéosurveillance. Oui, comme Delanoë, comme le maire de Lyon, comme d'autres socialistes. Or, on lui reproche de parler de sécurité. Oui, comme Manuel Valls. J'ai lu dans le journal toulousain la déclaration où Briançon met la main sur le cœur et dit « ça me gêne de voir ce Jean-Luc Moudenc dériver vers l'extrême droite ». C'est indécent même, il a utilisé le terme mais indécent. Curieusement, quand Manuel Valls a parlé des Roms comme une population qui n'était pas intégrable, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot, alors que pour moi, il y avait dans les mots de Valls quand même des choses qui allaient beaucoup plus loin que ce qu'avait pu dire Jean-Luc Moudenc. Donc je crois qu'on est sur une scénarisation actuellement qui est une scénarisation stratégique. C'est le retour des années Mitterrand, quand Mitterrand invente Le Pen et le fait passer de 2% à 12%. Donc quand vous dites qu'il y a une concertation, quand on lit les récentes interviews de François Briançon, mais aussi d'Emmanuel Auger, qui est le secrétaire donc de la section, j'allais dire ville du PS, ça veut dire que entre eux, tout est verrouillé, tout est... À une semaine d'écart, dans le journal toulousain, on lit les mêmes mots, pour deux personnes différentes, interviewées, et puis Maquingo qui parle de chez vous, et puis on me dit, je dis oui, je leur propose un débat, on discute, et ils me disent quels sont les mots utilisés par Jean-Luc Moudenc qui sont choquants, et moi je mettrai en face chaque fois des mots qui sont prononcés par des ministres socialistes, qui sont prononcés par des maires socialistes, et pour lesquels ils n'ont pas réagi. Pourquoi, alors qu'il était vraiment très très choqué par Jean-Luc Moudenc, pourquoi François Briançon n'a rien dit sur la réaction de Valls sur les Roms? Pourquoi? Est-ce qu'il a l'impression que pour l'un c'est choquant, pour l'autre ça ne l'est pas? Je crois pas. Je crois qu'il est dans une stratégie de scénarisation. François Briançon est un homme d'appareil, il développe des stratégies d'appareil. Sauf que derrière tout ça, il y a la fameuse question du Front National. Oui, qui est une vraie question. Alors vous faites référence à une interview de François Briançon qui lui quand même critiquait Jean-Luc Moudenc sur sa non-position par rapport au Front National, et notamment lors des dernières élections cantonales. Sa non-position face au Front National, je vous invite à relire ce qu'il a dit par exemple sur la réaction de Fillon. Il a été très clair. Il a désapprouvé la réaction de Fillon, voilà. Donc je crois que François Briançon cherche ce qu'il arrange dans les déclarations de Jean-Luc Moudenc. Je connais Jean-Luc Moudenc depuis 30 ans, je connais sa sensibilité. D'où on vient, ça peut paraître un peu... on vient du catholicisme social.
Très sincèrement, je connais trop Jean-Luc pour savoir qu'il ne participera pas à cette démarche. Alors après, il y a une différence très claire, et beaucoup l'oublient, entre s'allier avec le Front National et traiter des sujets qui sont partiellement repris par le Front National. Est-ce qu'il faut laisser au Front National le monopole de certains sujets ? Je crois que Manuel Valls a bien compris qu'il ne fallait pas. François Briançon, pas tout à fait. Mais est-ce qu'il y a de quoi avoir peur à Toulouse de la montée du Front National ? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ici ? Il faut s'en inquiéter partout. Il faut s'en inquiéter partout, parce que quand on parle du Front National, on parle toujours d'un tout petit morceau de son programme. Le Front National a un programme économique très inquiétant, dont on ne parle jamais. C'est assez surprenant. Le Front National, au-delà de ce qu'on lui reproche sur le plan du racisme, etc., développe des choses qui me semblent techniquement incohérentes. Et à aucun moment, ce débat n'est repris. J'attends de voir quel sera le programme du Front National sur Toulouse. Souvent, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une coquille vide. Donc on utilise le message national pour le transposer localement. Moi, j'ai fait une cantonale où j'ai affronté un candidat que je n'ai jamais vu. Et sur les panneaux d'affichage, il y avait la photo de Marine Le Pen. Donc c'était assez compliqué de débattre d'ailleurs sur la question. On peut vous le résumer, leur programme. Moins de fiscalité, plus de sécurité. En gros, ça va être ça. Oui, mais suppression de l'euro, fermeture des frontières, absence d'échanges économiques de fait. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évoquées. En protection sociale, là aussi, j'attends de connaître quelles sont les ressources que le Front National mettra dans la protection sociale. Ce sont des sujets qui sont complètement occultés. Donc je crois qu'il faut s'en inquiéter au sens large. C'est une ligne politique qui n'a pas de cohérence globale. Alors on va se focaliser sur un point, on va dire attention, là il dépasse. Mais à mon avis, le Front National pose un problème global. C'est-à-dire que sa théorie économique ne tient pas la route, etc. Mais pour autant, quand je rencontre quelqu'un dans mon quartier qui a été agressé, j'estime que l'homme politique lui doit une réponse. Je crois que un des droits fondamentaux, et j'ai un débat avec un de vos chroniqueurs sur la question, un des droits fondamentaux du citoyen, c'est le droit à la sécurité, c'est le droit à la protection. Et ce droit-là, on l'occulte. Alors quand j'en parle avec lui, il me dit toujours « oui, mais il y a d'autres droits. » Oui, certes, mais il y a aussi le droit pour toute victime d'être protégée. Faites allusion à Rémi Vincent. Oui, qui a un talent fou, mais avec qui j'ai des divergences majeures. Mais quand même, il y avait un sondage juste avant les grandes vacances qui créditait le Front National, je crois, de 9% d'intention de vote. Mécaniquement, si le Front National gagne 3%, il se retrouve au second tour. Et mécaniquement aussi, Pierre Cohen repasse. Voilà. Est-ce que c'est une crainte pour vous ou pas ? C'est une crainte, et ce que vous venez de décrire, c'est exactement le raisonnement de François Briançon. Il a dit, voilà, il y a 3 pôles. Si le Front National fait 12%, on est tranquille, on sera réélu. Donc c'est une stratégie. Alors on va derrière scénariser, Moudingue se droitise, on va peut-être mettre pédale douce sur le message sur la sécurité, parce qu'on sait que ça fait monter le Front National, etc. Donc c'est une vraie inquiétude. Et moi je dis, les Toulousains qui se disent au premier tour, je vais voter Front National, et au second tour, je voterai sur la liste qui sera opposée à Pierre Cohen, les Toulousains ont tort. Parce que s'ils font ça, ils vont garantir une réélection à Pierre Cohen. Mais est-ce qu'il y a de la diffamation dans l'action du Parti Socialiste à Toulouse ? Parce qu'on se souvient, quelques mois en arrière, quand il y a eu le débat du mariage pour tous, une campagne du Parti Socialiste toulousain dans les rues, dans les grandes rues principales, voici le vrai visage de la droite toulousaine avec la photo de Jean-Luc Moudinque. Oui, ils auraient pu d'ailleurs mettre la photo de Lionel Jospin. Parce que finalement, le discours, reprenez ce que dit Jospin sur le mariage pour tous, vous allez voir que c'est assez proche de ce que dit Jean-Luc Moudinque. Jospin est assez inspiré par son épouse, qui a une vision sociale importante, qui dit attention, on a des équilibres qui sont liés à la famille. Donc, ce qu'on découvre ce matin, c'est que Jean-Michel Latte est jospiniste, police de proximité, mariage pour tous. Non, mais moi, ce qui me choque dans le discours actuel du PS toulousain, c'est que il se focalise sur Jean-Luc Moudinque en occultant complètement d'autres messages qui viennent de leur propre camp et qui sont finalement assez proches, assez identiques. Tout à l'heure, on parlait de police de proximité, de police armée, etc. On voit la liste des maires socialistes qui font ça. Sur la réflexion sur le mariage pour tous, c'était pas est-ce qu'on a le droit de réfléchir au mariage pour tous ? Est-ce qu'on a le droit
se pencher sur la question et de voir ce que ça peut générer comme enjeu sur l'avenir d'une société. Qu'est-ce qu'a dit Jean-Luc Moudenc sur la question? Qu'il n'était pas favorable à la loi qui a été votée, mais qu'en républicain, il l'appliquerait. C'est un discours qui me convient. Alors, justement, sur la question de... On parle beaucoup de Jean-Luc Moudenc, mais samedi dernier, il a eu quelques colistiers qui ont été désignés par l'UMP. Oui. Et on a un peu l'impression que l'UMP est devenue très, en tout cas en Haute-Garonne, est devenue très freudienne. Elle tue le père. Parce que toute l'ancienne génération, à l'exception de François Chollet, Exactement. est passée à l'as. Enfin, été à la trappe, n'est plus sur la liste. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur, pour l'élection à venir, que la liste de Jean-Luc Moudenc, question volontairement provocatrice, manque d'expérience? On va voir, parce que vous verrez dans les jours qui viennent que parmi les gens qui viennent, entre autres, de la société civile, il y a des personnalités intéressantes, qui ont vraiment une vraie expérience, mais sur des sujets réels. Pas sur... Alors, on s'interroge sur quoi, là? On s'interroge sur le renouvellement. Est-ce qu'il faut qu'une liste politique se renouvelle? Oui. Est-ce que c'est la situation actuelle qui est embêtante, ou l'histoire politique locale, nationale aussi, où on a des gens qui sont restés 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois sur le même mandat. Moi, je crois que le renouvellement, il est inscrit aujourd'hui dans le fonctionnement de la démocratie française. Qu'est-ce qui fait que les choses changent à Toulouse, à l'UMP aujourd'hui? Mais pour la première fois, la liste a été désignée par les militants. Pour la première fois. Comment ça s'était passé les fois d'avant? C'était le secrétaire général du RPR, à l'époque, qui prenait son papier et qui mettait la liste de ceux qui allaient être présents. Pas forcément pour des mauvaises raisons, parce que c'est des gens qui incarnaient quelque chose, etc. Mais voilà. Quelle est la meilleure méthode? J'aime mieux la seconde. J'aime mieux le vote des militants qui permet un renouvellement. Je crois que c'est inévitable aujourd'hui. Une des carences de la politique française, c'est cette durée d'élus sur des listes. Les gens qui sont élus d'ailleurs sur aussi longtemps le sont souvent sur une équipe, c'est-à-dire qu'ils profitent de l'équipe et ils sont élus régulièrement sur une liste, etc. Donc je crois que le renouvellement il est inévitable. Ça m'arrivera sans doute un jour rapidement parce que je commence à rentrer dans la tranche de ceux qui vieillissent aussi, mais je crois que c'est normal. Mais il peut y avoir autre chose dans la vie que la politique. Alors justement sur cette élection interne, est-ce qu'il n'y a pas un risque à faire, à faire une élection interne? À faire une élection interne pour désigner des candidats qui seront sur une liste, alors même que peut-être qu'ils incarnent quelque chose au sein du parti, mais le but c'est d'acquérir les votes des Toulousains. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque là? D'où l'équilibre de la liste Moudenc, où il y aura 50% de politique et 50% de société civile. Donc la réponse à votre question, c'est est-ce qu'il faut laisser les gens voter? Moi je crois. Je préfère que les gens votent plutôt qu'un chef de parti désigne unilatéralement Je préfère aussi une liste mixte avec société civile, le centre, l'UMP, qu'un groupe entièrement politique. Un des reproches que je fais à l'équipe actuelle de Pierre Cohen, c'est que c'est une équipe de militants. Et certains ont d'ailleurs été, à mon avis, de bons élus. D'autres, au contraire, sont restés dans leur logique militante et n'ont pas pu développer une vraie action politique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas derrière la question de Marc aussi, j'allais dire, du fond? C'est-à-dire, là, on vient de parler de la forme qui est le mode de désignation sur la liste Moudenc. Mais est-ce que c'est tout simplement pas la page Baudis qui est en train de se tourner? Est-ce que la droite toulousaine, finalement, ne va pas vers autre chose et vers une nouvelle vie? Oui, mais parce que les configurations politiques ne sont pas les mêmes. Mais très sincèrement, Jean-Luc Moudenc ou moi, on est des enfants de Baudis quelque part. Moi, pourquoi je suis venu en politique? Parce que le maire de Toulouse s'appelait Baudis et qu'il m'a présenté une manière de faire la politique qui me convenait. Avec une méthode et une façon d'être aussi qui était... Donc, c'est vrai que... Baudis a incarné Toulouse pendant un temps. De là à dire que Baudis n'existe plus dans l'esprit des Toulousains ou dans l'esprit des élus actuels, j'en suis pas sûr. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que Baudis incarnait à lui seul la ville de Toulouse. Dans l'avenir, je crois qu'on avance, que ce soit à gauche ou à droite, vers des équipes qui incarneront mieux que d'autres la ville de Toulouse. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que la page se tourne, mais qu'il faut garder en mémoire le mode de fonctionnement de gestion qu'avait Dominique Baudis. Oui, moi je continue à penser que certains des fondamentaux de la politique Baudis étaient bons, sont très éloignés de l'équipe actuelle.
je continue à penser que la manière dont il a incarné Toulouse correspondait à la manière de vivre des Toulousains. Alors, Toulouse change. On a aujourd'hui des transferts de population importants, des mutations qui font que on ne peut pas dire que tout sera pareil demain qu'aujourd'hui, etc. Mais moi, je ne renie pas, loin s'en faut, les années Baudis. Ces années que j'ai vécues comme élu avec bonheur, avec beaucoup de bonheur. Je me suis occupé avec Dominique Baudis de la circulation, des transports. J'ai présidé ce qu'on appelait la Semvat Tisséo à l'époque. Et j'en garde un souvenir absolument merveilleux. Alors là, on vient de parler longuement de Moudenc et de Baudis, mais il y a quand même un adversaire qui s'appelle Pierre Cohen. Force et faiblesse de Pierre Cohen. Son bilan n'est pas à mettre à la poubelle entièrement. Et heureusement, hein, parce que sinon ça serait quand même assez inquiétant. C'est pas ce que disent tous vos amis. Hein. Oui, mais bon, chacun. Je suis centriste, hein, donc je peux être une sensibilité un peu plus équilibrée que mes amis. Mais je crois que je reprends le plan d'ouverture sur la Garonne, ça se tient. Il y a des choses qui ont été faites sur la culture, pas toutes, hein, qui me vont aussi. Par contre, il y a des déficits importants. Il y a un déficit qui porte sur la forme et un déficit qui porte sur le fond. Sur la forme, j'ai tendance à trouver que c'est une personnalité qui est toujours très rigide. Très rigide, et même avec ses propres amis. Hein. Il suffit de voir comment il a débarqué ce pauvre élu vert qui préside Tisséo, ça a été sans bavure. Donc il y a cette espèce de rigidité personnelle. Est-ce qu'il s'est passé avec Jean-Christophe Célin aussi ? Célin aussi, pareil, c'est le même. Voilà, donc bon, c'est assez brutal comme méthode. Donc il y a cette rigidité du personnage. Et puis derrière la rigidité du personnage, à mon avis, il y a des choix qui sont faits qui sont incomplets. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux entiers de la politique toulousaine qui ont été abandonnés. Moi, j'ai été maire du quartier 7 où j'avais la fameuse maison Giscard. La maison Giscard, on avait tout préparé. Il y avait vraiment qu'à signer un papier pour que tout soit réformé. On avait fait un vrai projet. Rien. Le patrimoine toulousain n'intéresse pas. La sécurité, on en a parlé, n'intéresse pas. Sur la culture, il a de bonnes idées sur certains créneaux, mais alors après, il a des dérapages complets sur d'autres. Je reviens sur la machine. La machine, bon, j'avoue que je trouve ça un peu surréaliste, alors que il y a une culture du quotidien à avoir. Je crois que l'histoire de Toulouse ne l'intéresse pas beaucoup, et c'est peut-être vers là qu'il faudra aller. Alors, je vais vous poser la question au miroir, hein, mais elle était prévisible. Force et faiblesse de Jean-Luc Moudenc, quelles sont aujourd'hui Alors, je crois que j'aurais parlé plus facilement de ses faiblesses il y a quelques années. Je crois que Jean-Luc est quelqu'un qui s'est transformé avec le temps, qui a acquis a développé des qualités qui sont intéressantes. Ce qu'on lui reproche toujours, hein, il suffit d'entendre dans la rue les gens qui parlent de Jean-Luc Moudenc, on va vous dire le manque de charisme. C'est exactement la critique qu'on a fait sur Delanoë quand il s'est présenté contre Lang pour Paris. On disait, mais ce pauvre Delanoë, il est bien gentil, mais il ne faut surtout pas qu'il parte Paris. Bon, il a été réélu 3 fois, tranquille. Donc, je crois que ce manque de charisme qu'on lui reproche n'est absolument pas un problème pour une ville de Toulouse. Je préfère un bon gestionnaire, quelqu'un qui a un vrai projet municipal, que quelqu'un qui va être flamboyant, qui va nous en mettre plein la vue dans les débats télévisés, qui n'aura pas la capacité ensuite à mener Toulouse. Sa qualité majeure, pour la vivre depuis longtemps, c'est que c'est un travailleur forcené. C'est un travailleur forcené, c'est quelqu'un qui a une capacité de travail qui moi, me stupéfait. Et puis, et ça c'est plus sur le court terme, c'est quelqu'un qui arrive au bout de ce qu'il veut faire. Rappelez-vous ce qui se passe en 2008. En 2008, on se retrouve en tout petit comité autour de Jean-Luc Moudenc. C'est Christine Véra qui est élue à l'UMP. On était morts. Et puis, il reprend son bateau de pèlerin, il crée Toulouse Avenir, on a 16 commissions qui se mettent à travailler, il devient député, il ressuscite. Pourquoi ? Parce qu'il a cette pugnacité qui permet d'aller au bout de ce qu'il fait. J'aurais moi eu beaucoup de mal à sa place pour arriver à faire ce chemin-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, puisque lui le dit, que cette défaite en 2008 l'a profondément marqué et qu'il en a tiré les conséquences qui aujourd'hui fondent notamment à l'UMP, que le mode de désignation se fait de manière différente ? Complètement, je crois que c'est d'ailleurs l'expérience de la vie qui fait ça. Hein. Chacun, dans sa vie, vit des choses qui le transforment. Cette défaite de 2008 est une défaite qui, pour moi, est fondatrice chez lui. C'est-à-dire qu'il a tout remis à plat.
Il avait des qualités, des défauts, et il a essayé de voir quelles étaient les sources de son échec. Et puis, je veux dire, arriver à remonter une pente aussi raide, c'est pas mal. C'est pas mal. Je crois que j'en parle d'autant plus facilement que je n'aurais pas été capable de franchir ces étapes, et je suis assez admiratif de ce parcours. Merci, messieurs. Jean-Michel Latte, vous nous avez précisé tout à l'heure qu'il y avait une vie après la politique, Ouais. mais pendant la politique, est-ce qu'il y a une vie? On pose systématiquement la question à nos invités. En dehors de votre engagement politique, est-ce que vous trouvez le moyen de faire autre chose et quoi? Moi, j'ai plusieurs vies. C'est bien, comme ça. Le samedi matin, je joue au rugby avec les Tontons Flagueurs. C'est une équipe de rugby qui m'est proche. Le samedi soir, je chante avec les Mal au cœur de Tolosa en polyphonie. Et puis le dimanche, j'ai ma famille qui vient me rejoindre, plus ma vie universitaire. Parce que pour moi, la politique vient toujours après ma vie universitaire. Parce que quand on rentre dans une salle face aux étudiants, face à un amphi, on vit des choses qui sont tellement plus passionnantes que je hiérarchise. Et il y a la tauromachie, quand même. Oui, mais la tauromachie, j'en parle pas beaucoup parce que chaque Si. fois que j'en parle, je reçois des lettres d'insultes. Donc je préfère ne pas parler des taureaux et de ma présidence des corridas parce que c'est un sujet qui est un peu brûlant. Donc vous pouvez nous donner votre satisfaction sur la victoire du Stade Toulousain hier soir. Oui, avec le triplé du G qui est important. Et puis, c'est une victoire qui me fait bien plaisir parce que ça fait des semaines que certains de mes amis me disent Toulouse est une équipe finissante, Novès est vieillissant, etc., etc. J'aurais dit attendez un peu. Et voilà, ils sont premiers ex aequo avec Toulon, ça va. Voilà, et puis on aura appris aujourd'hui que vous faites partie d'une association, les Tontons Flingueurs. Non, les Tontons Flagueurs. Flagueurs parce que c'est du rugby flag, c'est-à-dire que je suis trop vieux pour me faire plaquer aujourd'hui, donc on est sur des cocardes. Et puis en politique, vaut mieux pas se faire plaquer. Merci Jean-Michel Latte. Merci à vous.